Dans cette affaire Adams que je vais vous raconter aujourd'hui, les quatre personnages ont l'air de jaillir d'un roman d'Agatha Christie. D'abord, le premier personnage. Le 22 août, à l'audience du tribunal d'Usbourne, charmante petite ville balnéaire du sud de l'Angleterre, les vieilles dames anglaises en vacances n'ont Dieu que pour un petit homme de 60 ans, bedonnant et rougeau, presque chauve, avec des yeux de bébé étonné derrière ses lunettes de fer. Il a l'air très ému et apeuré, le docteur Adams. Pourtant, avec son nez rouge, ses lunettes et son col dur, il fascine, paraît-il, comme un cobra les dames d'âge mûr et les vieilles filles qui constituent le gros de sa clientèle. Voyons ce qu'on sait de lui. D'abord, signalons son curieux prénom, Bodkin, ce qui se traduit en français par « passe-lacé ». Bizarre. Ensuite, ses passions. La photographie. Il possède 3 Leica, un Rolleiflex et un relais. Les voitures dans son garage, une MG, qui lui a été donnée par une cliente, une Vauxhall, dont d'une cliente décédée, 2 Rolls, dont de clientes également décédées. Les seuls sports qu'il pratique sont un peu de pêche à la ligne et le tir au pigeon, ce qui permet des plaisanteries faciles à ceux qui l'accusent d'avoir plumé ses clientes. Il fut anesthésiste, mais il est maintenant installé comme généraliste à Eastbourne. Sa maison est somptueuse, grille, petit jardin. Le meuble essentiel de son cabinet est un imposant secrétaire, bourré de petits casiers, de petits tiroirs, tout plein de notes, carnets, dossiers, médicaments divers, mais sans désordre. Sur une photo, je vois qu'il y a 3 pendules, en haut, une à gauche et une à droite, et une au milieu sur le plateau. Des fleurs dans une boule de verre, un baromètre, quelques psaumes soigneusement encadrés. Il faut dire que, le dimanche, très dévotement, le docteur Adams enseigne la Bible aux enfants de la paroisse. Voyons maintenant ce que disent les innombrables témoins, médecins, domestiques, voisins, qui vont défiler de 14h15 à 19h26, rendez-vous compte, on va même laisser l'heure du thé passer. Il s'agit de se prononcer sur les détails troublants que la police a relevés dans le suicide de Mrs. Hullett. Depuis la mort de son mari, Mrs. Hullett souffrait de dépression. Le docteur Adams l'a traité avec un barbiturique analogue au Gardénal. Le 19 juillet, ayant passé une excellente journée en compagnie d'une amie d'enfance, elle se plaignit de violents maux de tête. Le lendemain, elle était dans le coma et, sans avoir repris connaissance, mourait le 23 juillet. Or, le docteur Adams, voyant la gravité de son état, ne l'a pas fait hospitaliser. En moins d'1 mois, il prescrivit une quantité excessive de barbiturique. C'était pour la calmer, dit-il. Elle parlait sans cesse de suicide. Alors on s'étonne justement qu'il ait laissé à sa disposition tous ces barbituriques. Enfin, le 19 juillet, dernier jour de lucidité de Mrs. Hullett, le docteur Adams fit encaisser d'urgence et par procuration spéciale un chèque de 1000 livres, 1 million d'anciens francs qu'elle lui avait donné. Son mari, avant de mourir, m'avait promis cette somme, dit le bon docteur Adams. Mais ce n'est pas tout. Premièrement, le médecin aurait obtenu par testament une somme de 12 millions de francs si, à la dernière minute, le notaire ne l'avait déconseillé à sa cliente. Deuxièmement, si la fille de Mrs. Hullett a souvent entendu sa mère se plaindre de l'existence, jamais elle ne l'a entendu parler de suicide. Évidemment, tout cela est assez suspect, mais ce ne sont quand même que des présomptions. Et les 8 jurés, après avoir disparu, reviennent pour prononcer en leur âme et conscience un verdict de suicide. C'est alors qu'intervient le second personnage de cette affaire, grand, mince, mais solide, le visage glabre et toujours sérieux sous son chapeau melon. C'est le super intendant et même l'ennemi numéro 1 du bon docteur, l'homme de Scotland Yard. « Ce n'est qu'une page qui est tournée, » dit le superintendant. « Et il y en a tant d'autres. » En effet, chers amis, ce n'est qu'une page d'un dossier qui comporte des centaines de pages dénonçant des centaines de crimes. Mais il va arriver à ce dossier extraordinaire de la police, choisi par Jacques-Antoine,
une chose bien curieuse. Les dossiers extraordinaires. Le superintendant Hammam a fondé sa propre conviction et l'argumentation de ses accusations sur une abondance de faits troublants qui lui ont été rapportés par celles qui vont constituer le troisième personnage de notre histoire, les matrones. Les matrones, c'est le nom que l'on donne en Angleterre à ces femmes, moitié nurses, moitié infirmières, qui soignent certaines des riches clientes du bon docteur. Constituant la base de l'accusation, ces excellentes femmes vont jouer un rôle considérable. Nous n'en citerons que 4. Miss Rose Stronach. Elle inspire un salutaire respect, c'est une de ces femmes fortes dont parlent les Écritures, un roc. Il y a aussi Miss Randall, plus enjouée, un visage rond avec un nez d'homme. Si Miss Stronach est un roc, elle, Miss Randall, c'est un arbre. Miss Hélène Mason-Ellis, plus fine bien qu'encore robuste, elle a le menton pointu et des yeux qui clignotent comme si le soleil sans cesse l'éblouissait. Enfin, Miss Hugh, anguleuse, qui marche par enjambées de 2 mètres. Toutes 4 portent sur la tête une chose en tissu, modestement affalée. Ce doit être ce qu'on appelle outre-Manche un chapeau. Les déclarations de ces dames, dont la bonne foi comme le dévouement ne peut être mise en doute, sont tellement accablantes que le superintendant se prépare à démontrer que le bon docteur Adams aurait hâté la fin de plusieurs centaines de ses riches clientes pour hériter d'elles. Il y aurait notamment une 40aine de cas démontrés. Bien qu'on n'aime pas beaucoup en Angleterre sortir de leur tombe le cadavre des vieilles dames, le 19 décembre, avant que le jour se lève, alors que le brouillard, comme il se doit, couvre toute l'Angleterre, les fossoyeurs extraits de leur retraite, Miss Clara Nell Miller, morte à 87 ans, il y a 2 ans, laissant par testament 7 millions au bon docteur, puis le corps de Mrs. Julia Brodnam, morte il y a 4 ans, à 85 ans, en léguant au bon docteur, bof, pas terrible cette fois, 600 000 francs. En ce qui concerne Mrs. Edith Morel, veuve d'un riche fabricant de conserves, morte 6 années plus tôt en léguant au bon docteur 2 voitures, dont une Rolls, un meuble et de l'argenterie, il n'est pas question d'exhumation, le corps ayant été incinéré sur la foi du certificat frauduleusement signé par le docteur Adams. Selon la loi anglaise, un prévenu ne peut être accusé que d'un meurtre à la fois. Il faut donc choisir. Et Scotland Yard choisit. Le 20 décembre, dans le vestibule de la confortable villa du bon docteur, un homme attend le melon et le parapluie à la main. C'est le superintendant Hammam de Scotland Yard. Docteur Adams, dit le superintendant, le 13 novembre 1950, une de vos patientes, Mrs. Edith Morel, est morte à Mardenach Beshi Id Road. Je viens vous arrêter car vous êtes accusé de l'assassinat de cette dame. Le bon docteur pâlit. Soulager un mourant dans son agonie n'est pas un crime. Oui, mais vous avez certifié que la cause de la mort était une congestion cérébrale. Le docteur monte alors à sa chambre chercher quelques effets de toilette. Puis, en redescendant, il dit au superintendant, « Je ne pense pas que vous puissiez prouver l'assassinat. D'ailleurs, n'importe comment, elle serait morte. » La dévouée infirmière du docteur s'approche, lui saisit la main gauche. Le bon docteur lui fait alors ses adieux en déclarant « Je vous reverrai au ciel maintenant. » Puis le docteur Adams, en manteau noir et chapeau noir, entre 2 messieurs en chapeau noir et manteau noir, s'éloigne vers la voiture noire de la police. L'infirmière se tourne vers une vieille cliente qui attendait. « Le docteur ne pourra vous recevoir, il vient d'être arrêté. »« Oh, quel dommage, dit la cliente. »
La machine judiciaire anglaise est bien connue pour sa prudence. Il faut, pour juger en assise un homme, passer par 2 étapes. D'abord, la comparution du prévenu, au cours de laquelle sont examinés les faits incriminés et retenus ceux qui feront l'objet de l'accusation. Ensuite, la comparution devant les mêmes magistrats pour décider s'il y a ou non matière à un procès d'assises. La première étape a lieu le 21 décembre. 200 personnes se pressent dans la minuscule cour des magistrats d'Eastbourne. Le bon docteur, escorté de 2 policemen, nu-tête, monte jusqu'à une espèce de petite tribune plantée au milieu de ce triste lieu, promène sur la salle à travers ses lunettes, qui sont fumées d'ailleurs et sans monture, un regard perçant, et se tient parfaitement immobile dans un box, tandis que le superintendant expose les 13 actes délictueux dont il est accusé. 3 d'entre eux se rapportent à l'usage abusif de poison. Mais le plus important reste le meurtre sur la personne de Mrs. Edith Morel. Celui-ci est finalement retenu pour la comparution du docteur Adams devant la cour le 14 janvier. La seule lueur d'espoir pour le médecin, la loi d'abolition de la peine capitale. Aucune décision n'a encore été prise par le Parlement, mais tant qu'il ne se sera pas prononcé, on ne pendra personne en Angleterre. Seulement, il manque une personne dans cette histoire que je vous raconte. Il manque le diable. Le 14 janvier avant l'aube, les curieux, munis de couvertures et de pliants, faisaient déjà la queue, dans le fog et le froid, devant les portes du tribunal d'Eastbourne, où commence le procès du croque-mitaine des vieilles dames à héritage. Fait extrêmement rare, le grand chef du Criminal Investigation Department de Scotland Yard est là, manifestant l'intérêt que son administration attache à ce procès. Voici les 5 jurés, ni insigne, ni robe, ni perruque, un banquier retraité, 2 gentlemen typiquement britanniques, une dame âgée, l'épouse d'un maître d'école local, une jeune femme aux cheveux bruns et aux traits durs. Le docteur Adams est un peu moins apoplectique, parfaitement à l'aise. Il remercie d'un sourire quand on l'invite à s'asseoir et se plonge dans la lecture des petites notes qui le suivent partout. Ce matin, le superintendant a déclaré « Nous allons avoir des témoignages massus, le bon docteur ne s'en relèvera pas. » En effet, nous apprenons que lorsque Mrs. Edith Morel fit venir son notaire pour lui donner l'ordre d'inscrire son médecin parmi ses légataires, le notaire lui conseilla de réfléchir 24 heures. Mais le bon docteur insista pour que l'inscription soit faite immédiatement, étant donné qu'elle était mortellement malade. Comme de plus, elle en était à son 6e testament, il ne fait aucun doute pour le superintendant que le bon docteur l'a tuée pour éviter qu'elle revienne sur sa décision. De plus, un savant professeur déclare que si toute l'héroïne et toute la morphine prescrite à Mrs. Morel ont bien été administrées, la mort était inévitable. Et si toute la morphine n'a pas été administrée, c'est que le bon docteur en mettait de côté pour d'autres malades. D'ailleurs, lors d'une perquisition du superintendant, le docteur a dissimulé 2 fioles de morphine alors qu'il prétendait ne pas en avoir. Le chauffeur de Mrs. Morel témoigne qu'il a livré au bon docteur la Rolls qu'elle lui avait léguée. Un chirurgien déclare que le docteur lui avait demandé s'il connaissait un contrepoison pour les barbituriques. Le chirurgien lui apporta un flacon de magénine en lui précisant que la dose était de 10 cm3 toutes les 5 minutes et qu'on pouvait aller jusqu'à 200 cm3. Or, le docteur Adams, qui maniait le poison avec tant de générosité, s'est montré d'une rare discrétion avec le contrepoison. Une seule injection de 10 cm3 et il arrête le traitement. La malade est morte. Le coroner Somerville arracha à l'assistance un rire macabre en racontant qu'Adams lui avait demandé par téléphone l'autorisation de pratiquer l'autopsie privée et personnelle de Mrs. Morel. « Quand est-elle morte » questionna le coroner. « Oh, répliqua Adams, elle ne l'est pas encore. » Le bon docteur montre un flegme étonnant tandis que défilent les témoins. Il prend des notes avec 2 crayons à billes, l'un rouge et l'autre vert. Peut-être son avocat, le diabolique Geoffrey Lawrence, dont le rôle a été jusqu'ici effacé, l'a-t-il secrètement rassuré, car si pour le moment c'est la déroute de la défense, il y a quand même des faits curieux. Figurez-vous que l'accusation voit disparaître ses pièces à conviction. Le fameux chèque de 1000 livres de Mrs. Morel, ainsi que la plupart des ordonnances. Pourtant, je les ai vues, dit un enquêteur.
Je les ai vus. Il ressort de tout cela une impression bizarre. Debout, appuyé au rebord de son box, le docteur Adams va entendre le président prononcer le verdict. Les jurés ont décidé qu'il n'y a pas matière à non-lieu. Mais les vieilles dames, groupées devant la porte du tribunal, lui adressent quand il sort un cordial « Bonsoir, docteur !» Et c'est à Londres, le 18 mars, que commence l'épisode définitif, célèbre, de l'affaire Adams, devant 200 journalistes, 100 curieux, des hommes de loi par dizaines, une nuée de policiers en bourgeois ou en uniforme, entassés dans la trop petite salle de l'Old Bailey. L'accusé Adams, dans le local des détenus, lit la Bible. Il a passé la journée de dimanche en prière dans sa cellule, pendant que les religieuses de la clinique de l'Espérance à Eastbourne, où pratiquait le docteur, faisaient oraison à son intention. Le président du tribunal, Sir Patrick Arthur Delvin, monsieur Justice, en impressionnante toge rouge et coiffé de la traditionnelle perruque blanche, ouvre l'audience et donne l'ordre d'introduire Adams. Celui-ci, ayant essuyé ses lunettes, écoute très maître de lui, fermant parfois les yeux, l'exposé de l'attorney général de Grande-Bretagne. L'inculpé réaffirme « No guilty ». Je ne suis pas coupable, my lord. 12 jurés, 10 hommes, 2 femmes, vont fixer son sort en l'acquittant ou en le vouant à la potence. Il ne saurait en effet y avoir d'autre verdict. Près d'Adams, ses défenseurs. Maître Edward Clark et le diabolique Geoffrey Lawrence. Petit, mince, l'air paisible, mais avec toujours un demi-sourire sous une moustache à peine marquée, celui-ci va être le grand maître de ballet de ce procès à peine croyable. D'abord, on ne fait plus le procès du bon docteur, mais celui de la victime, Mrs. Morel. Et à travers Mrs. Morel, de toutes ces vieilles dames trop gâtées, insupportables, avec des chiens, des chats, des fourrures démodées qui passent d'une villa à une autre sous prétexte de se reposer ici des vacances qu'elles ont passées là, et qui souvent n'ont pas autre chose à faire qu'à appeler le médecin pour des maux imaginaires. Par exemple, les infirmiers et le chauffeur de Mrs. Morel racontent les colères terribles qu'elle prenait quand le docteur Adams s'absentait. Elle exigeait son retour immédiat, et c'est ainsi qu'on apprend que Mrs. Morel, pour le punir, avait rédigé un codicille, rayant le bon docteur de son testament, de sorte qu'en fait, il n'a hérité d'elle que d'une commode en chêne et de quelques couverts en argent. C'est le fils de Mrs. Morel qui, sachant qu'elle avait fait cela sous un coup de colère, détruisit le codicille et fit conduire la Rolls chez le bon docteur. Le juge ne peut s'empêcher de murmurer « Une commode en chêne et un peu d'argenterie, ce n'est pas cher payé pour un meurtre. » Mais le grand moment, c'est évidemment le contre-interrogatoire des matrones, base de l'accusation. N'entrons pas dans les détails de technique médicale. Miss Stronach dépeint sa malheureuse patiente, dépérissant jour après jour sous l'effet des médications criminelles du praticien, et devenue, lorsque Miss Stronach cesse ses bons offices, une véritable morte vivante. Elle dessine la silhouette inquiétante d'Adams, éloignant les infirmières, et tirant ensuite de sa serviette une immense seringue et un mystérieux produit qu'il injectait à Mrs. Morel. Alors, quand la thèse du monstrueux criminel est bien exposée, quand Mrs. Stronach a vidé son sac, le diabolique maître Geoffrey Lawrence lui pose quelques questions apparemment secondaires. Miss Stronach perd un peu de son assurance lorsqu'elle doit convenir que, selon certains témoignages, Adams a recommandé pour Mrs. Morel un cordial et de la cédormine, c'est-à-dire un somnifère, et non de la morphine et des piqûres. Et comme la défense accuse la mémoire de l'infirmière de lui jouer des tours, le témoin vacille légèrement. Le président s'inquiète. Tout va bien, répond Miss Stronach d'une voix affaiblie. Chacun peut se tromper, dit maître Lawrence, s'adressant directement à l'infirmière, surtout quand les faits remontent à 6 ans. Mais j'ai ici des documents qui vont nous permettre de faire revivre le passé. Et l'avocat brandit un cahier rouge. Il en a 8 comme celui-là, en effet. La loi anglaise ordonne aux infirmières de tenir un registre. Et ces registres ont été rédigés par celles qui ont soigné Mrs. Morel. Ils sont le journal détaillé et fidèle de sa dernière maladie. Rendez-vous compte, chers amis, Scotland Yard, l'infaillible Scotland Yard, la prestigieuse, n'a pas pensé à ça. Vous voyez, chers amis,
Et il n'y a décidément pas de police infaillible. Or, que disent ces carnets rouges? Tout le contraire de ce que disent les infirmières. Là où l'une d'elles affirmait avoir, sur l'injonction du docteur, fait une piqûre de morphine, on lit de sa propre main qu'elle a fait une piqûre d'un médicament inoffensif. Le jour où Miss Stronach va cesser de veiller sur Mrs. Morel, qu'elle vous dépeignait comme mourante, voilà le menu qu'elle lui servait, écrit de sa main, que l'avocat l'oblige à lire elle-même. Perdrix, céleri, pudding, brandy et soda. Examinant les cahiers page par page, une autre infirmière, Marion Ellis, et les experts sont obligés d'admettre que les doses administrées, qu'elle avait jusque-là prétendues comme mortelles, ne sont pas excessives. Quant à Miss Randall, elle avait gardé le souvenir de terribles soubresauts et convulsions qui avaient agité la moribonde. Sur le cahier rouge, elle a noté seulement « agité ». Miss Randall doit reconnaître ensuite qu'une heure avant le décès de sa malade, elle lui fit une piqûre. Par contre, cette piqûre, elle ne l'a pas mentionnée dans le rapport. C'est un grand manquement au devoir, reconnaît-elle humblement. Une autre piqûre que Miss Hughes avait déclarée faite par le docteur Adams a en réalité, d'après le cahier rouge, été faite par elle-même. Mais le pire survient pour les malheureuses lors d'une audience ultérieure. En Angleterre, il est interdit aux témoins de parler de l'affaire en dehors des audiences. Or, un matin, le diabolique avocat demande à l'une d'elles: « Ce matin, vous étiez réunis dans le train d'Eastbourne pour venir à Londres. Parlez-nous un peu de la conversation que vous avez eue. » Miss Randall ne se souvient pas. « Curieux, reprend l'avocat. Vous vous souveniez si bien avant le procès de ce qui s'est passé il y a 7 ans, et maintenant si mal d'une conversation tenue il y a quelques heures. Eh bien, moi, je vais vous le dire. L'une d'entre vous a prononcé cette phrase. « Ne dites pas ça, vous me feriez avoir des ennuis. » Éperdue, Miss Randall se tourne vers le juge. « Parlez, dit le juge. » Alors, pour Miss Randall, les ennuis commencent, car c'est elle qui a prononcé la phrase. En effet, dans sa déposition, elle a dit que le docteur seul avait la clé de l'armoire à pharmacie de Mrs. Morel. Or, c'est faux. Toutes les infirmières l'avaient aussi. Elle demandait donc à ses collègues de ne pas le révéler. Enfin, on finit par établir que certaines feuilles des carnets rouges ont été découpées par les infirmières. Quand vient le moment de statuer, les jurés sont édifiés. Le bon docteur est sans doute un mauvais médecin, mais rien ne prouve que ce soit un criminel. Le juge conclut: « À mon avis, les arguments de la défense sont manifestement plus forts que ceux de l'accusation. » 1 heure après, le docteur Adams est déclaré no guilty, non coupable. Dès le prononcé de l'arrêt, le superintendant Hammam, grand vaincu de ce procès, quitte la salle. Beau joueur, l'intendant général déclare après le verdict: « J'en suis arrivé à la conclusion que l'intérêt public ne justifie pas que le docteur Adams se soit soumis à l'épreuve d'une nouvelle inculpation de meurtre. En réalité, il craint que l'instruction des autres crimes ne soit aussi faible et ne veut pas courir le risque de ridiculiser plus longtemps la justice. » Quelques minutes plus tard, Adams est mis en liberté sous caution. Il sera néanmoins rayé de la profession de médecin et paiera de très fortes amendes pour avoir contrevenu à diverses règles médicales. Mais grâce au superintendant, le docteur Adams aura une retraite dorée, car 1 heure après son acquittement, il commençait à dicter ses mémoires dans les bureaux d'un grand quotidien londonien qui les lui a, dit-on, acheté d'avance 120 000 livres, c'est-à-dire environ 120 millions d'anciens francs. Elle pourrait s'intituler « J'ai mis Scotland Yard KO ». Et pourtant, ce dossier extraordinaire, définitivement refermé, laisse un doute. Je dirais même des grands doutes. À moins qu'il n'y ait à tout cela une autre explication. Le physique du docteur Adams. Il avait l'air d'un empoisonneur, exactement comme Marie Bénard, jugée à peu près à la même époque, avait l'air d'une empoisonneuse. Or, elle aussi fut acquittée. Les dossiers extraordinaires.